paysager, des arbres. Il y a des nuits, surtout en hiver, où l'on se réveille plusieurs fois. Il faut dire que la nuit tombe vite. Elle se pointe vers 5h30, et lorsqu'il gèle dehors, et qu'en plus le vent vire, on a tendance à se réfugier près de la chaleur du poêle, dans une ambiance qui favorise les pensées à s'éparpiller au cycle des somnolences. On se couvre sommairement, on enfile les chaussons, et la première des choses que l'on fait, après avoir regardé l'heure sur le réveil, c'est d'aller dans la cuisine regarder le feu. On remet 2 gros bûchasses sur les braises et l'on jette un coup d'œil par la fenêtre pour voir le temps qu'il fait. Pour cela, on éteint les lumières. S'il fait beau, on voit les étoiles, et si on ne les voit pas, c'est que c'est couvert. En regardant le sol, on voit s'il pleut, s'il gèle ou s'il neige. Et puis, on retourne dans le lit en espérant qu'il ne se soit pas trop refroidi. Ceux qui vivent en couple n'ont pas ce problème, car une personne aimée est restée à chauffer le lit. Chez moi, parfois, c'est mon chien qui profite de mon déplacement à la cuisine pour s'introduire subrepticement sur le lit. Je suis conscient que si je vivais pas seul, cela poserait des problèmes. Mais, comme on dit dans mes montagnes, cadun fa lu que vau et lu que pou d'entre des sous en sous. Chacun fait comme il veut et comme il peut entre ses draps. Et puis, il y a des nuits où l'on ne sait pas pourquoi, on se réveille souvent et l'on a comme besoin d'aller regarder plusieurs fois par la fenêtre, à entrouvrir le fenestron et à écouter les bruits de la nuit. L'autre nuit, c'était comme ça. À 3h, le ciel était couvert. À 5, il neigeait. Dehors, pas un bruit. Même la chouette en était allée dormir. Et à 6h45, dans le petit matin des lueurs précoces de l'aube, une fine couche de neige recouvrait les murets et la cour de la maison. Je remis un peu de petit bois dans le feu et 3 bûchettes, histoire de le relancer pour l'heure où je me lèverais faire mon café. Puis, je me recouchais à nouveau pour écouter la radio. Ouh, il faisait bien froid, et il fallait que le feu ronfle à nouveau pour rétablir une température agréable aux alentours de 15 degrés dans la cuisine. C'est alors que je ressentis une étrange sensation, comme l'impression d'être observé. Je me retournai et debout sur le petit tas de bois couvert par une fine couche de poudreuse, que j'avais laissée sur le mur à sécher, m'apparut une étrange petite créature maigrichonne. C'est son attitude qui m'intrigua. Elle semblait me regarder tout en protégeant sa figure de son avant-bras replié, un peu comme le font les gosses turbulents lorsqu'on les menace d'un pastisson ou d'un cimec. J'avais l'impression, à moins que ce fût le vent, qu'elle me murmurait « Ne me brûle pas, pitié, ne me brûle pas ». Je n'osais approcher, mais malgré l'absence de mes lunettes, je voyais bien un visage, 2 bras et une paire de jambes jointes. Sa tenue aussi était particulière. Elle était vêtue d'un gilet à manches longues et d'un pantalon fait d'une drôle de matière, à la fois végétale et animale. Je pensais alors très fortement « Il n'y a aucune raison que je te brûle. » Et j'entendis « Merci du fond du cœur. » Puis quand même, je rentrai à la maison, récupérai mes lunettes et ressortis immédiatement. Je regardai aussitôt la créature et m'aperçus qu'elle était de bois, faite d'un bout d'une de ses branches mortes de chêne du bac recouverte de lichen et de champignons. Toutefois, en la regardant, j'avais l'impression quand même d'être en présence de quelque chose. Va-t-en savoir pourquoi, je la pris dans mes mains et je l'installai sur la poutre de la hotte de la cuisine. Lorsque je m'assis à nouveau dans le fauteuil près du poêle pour allumer ma pipe, j'eus vraiment l'impression que cette étrange chose me regardait. Et cette situation se renouvela plusieurs fois dans la journée. Quand vint la nuit, après avoir assuré le feu pour plusieurs heures et avoir donné à manger au chien, je décidai de me replier sur ma chambre, une ancienne étable que j'ai aménagée. Car ce soir, la température de la cuisine n'arrivait pas à me réchauffer.
Et de toute façon, il valait mieux économiser le bois. Cette fin d'automne, qui nous avait envoyé déjà 3 fois la neige, laissait présager un hiver neigeux et rigoureux. Je finis donc par éteindre la lumière de la cuisine, rejoindre mon lit dans ma chambre, et une fois enfoui sous les couvertures, je pris de quoi bouquiner, tout en écoutant de la musique classique sur mon vieux transistor, en attendant que vienne le sommeil. Bon, je remarquais bien que le chien faisait des allers-retours entre la cuisine et la chambre, en gémissant bizarrement. Mais cela lui arrive lorsque les sangliers sont en vadrouille devant la maison. C'est vers 1h du matin qu'une surprenante lueur filtrant au travers du rideau de ma chambre me réveilla. Étrange, me dis-je. Ce ne serait pas le feu qui se serait emballé? À moins que, hier soir, j'ai oublié d'éteindre la lumière du cellier. C'était une lumière bien blanche et douce, qui variait en intensité. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? En plus, le chien continuait à dormir paisiblement dans son panier devant la porte de ma chambre, ce qui excluait la visite d'un intrus. Je me levai donc en caleçon long et mis mes chaussons, n'enfilant qu'une veste de laine et un blouson sur mes épaules. Une fois franchi la porte intérieure qui communique avec la cuisine, la lueur qui par moments emplissait la pièce se précisa. Elle avait pour origine la créature de bois. Je n'en menais pas large, et je me dis « Tu ne vois pas que tu aies ramassé soit du bois irradié par Tchernobyl, et qu'en dégelant à la chaleur, cela aurait réactivé les radiations ?» Mais une petite voix me répondit « N'aie crainte, Johan, je suis seulement le messager. » Je regardai alors la statuette qui n'avait pas changé de position. « C'est toi qui me parles, dis-je. »« Bien sûr, mais je communique avec ta pensée, c'est-à-dire la part de ton cerveau et de tes neurones qui sont sensibles à certaines longueurs d'onde. Un phénomène que vous ressentez parfois, mais que vous ne cultivez pas. » Est-ce possible que si encara de mulheres a pantalla me dies? Prova, le meu can es manco de mon gambas. Peut-être suis-je encore dans mon lit à rêver, me dis-je. La preuve, mon chien n'est pas dans mes jambes. Que nenni, Johan, tu es bien réveillé, et si ton chien n'est pas à tes côtés, c'est tout simplement parce qu'il rêve, et qu'il n'a pas envie d'interrompre ses songes. Mais capitaine mère? Sigur, Johan, parlant toute les langues, y cumpres aquella 12 anciens ligures. Bien sûr, Johan, nous parlons toutes les langues, y compris celles des anciens ligures. Tu es surpris, c'est bien compréhensible. Tes très lointains ancêtres, qui vivaient en harmonie avec la nature, savaient communiquer avec les autres espèces issues de la création du monde. Pour certains d'entre vous, il reste quelques bribes de souvenirs de ce savoir qui ressurgit aléatoirement par période. Bon, mais alors, qu'est-ce que tu me veux? Hier matin, tu as fait preuve de bonté et de charité envers moi. Tu m'as épargné le feu et tu m'as accueilli dans la maison. Alors, je voulais te raconter une histoire et te révéler un secret. Oh, si tu es un génie et que le secret que tu veux me révéler est celui du trésor du parachutage de février 44 que quelqu'un a planqué sous les racines d'un grand chêne, je dis pas non, ça me serait bien utile pour réparer ma maison et éteindre le feu du fisc. Johan, la richesse n'est pas que dans le pouvoir de l'argent, mais écoute-moi, c'est idiot. On coupe des arbres multicentenaires pour imprimer des livres, voire faire des meubles de bibliothèque, ou pire, pour se chauffer. Les hommes ne s'aperçoivent pas qu'en faisant cela, ce sont des milliers d'histoires qu'ils détruisent. Ils pourraient en apprendre en écoutant ces vieux arbres raconter l'histoire des hommes et des lieux. Car les arbres communiquent entre eux. Ils sont capables de raconter ce qu'il s'est passé durant les siècles précédents. L'homme pense avoir tiré son intelligence de sa mobilité. Nous, les arbres, avons tiré la nôtre, justement, de notre immobilité relative. Nous sommes de la civilisation du vivant enraciné, immobile et durable. Et comment vous faites, hein? Les civilisations humaines ont mis plusieurs millions d'années
à créer des réseaux de communication. Nous, les arbres, nous les avons mis au point bien avant vous. Nos hautes branches sont des yeux et des antennes. Nos racines, radicelles et même nos auxiliaires, les mycorhizes, remplacent vos capteurs, vos câbles et vos fibres optiques. Ce qui se trouve dans la terre en dessous et autour de nous est beaucoup plus important et développé que ce que nous laissons paraître hors sol. Ainsi, un arbre qui domine une crête pourra communiquer avec un autre tapis au fond d'une vallée. Notre mémoire est répartie dans les cernes de notre bois. Vous calculez à peine en téraoctets. Nos capacités de mémoire s'expriment en galaxoctets. Nos grands semenciers, lorsqu'ils sentent venir leur fin, ont déjà transmis partie de leur savoir à leur descendance. Si vos transmissions sont parfois interrompues par vos autoroutes ou vos surfaces stériles bétonnées, voire des fleuves ou des mers, les animaux et les oiseaux auxquels nous fournissons le gîte et le couvert se chargent en dispersant nos graines de transmettre parfois d'un continent à l'autre nos connaissances. Tu voudrais dire par là que les arbres sont susceptibles de structurer un mode de pensée et de communiquer? Tout à fait. Pourquoi dans de nombreuses civilisations, des rites d'initiation ou des rites religieux se tenaient en forêt sous notre protection? Pourquoi la justice se tenait-elle sous un grand chêne? Pourquoi certains de vos grands savants allaient-ils, tel Newton, chercher leur inspiration sous les arbres? Pourquoi de nombreuses légendes prennent-elles leur source au sein des forêts? Les drames de l'humanité ont souvent surgi des religions dites du désert, pas de la sagesse venue des tréfonds de nos sanctuaires boisés. Oui, ce n'est pas faux. Mais il me faut bien du bois pour me chauffer l'hiver, et il m'arrive d'élaguer ou de sacrifier des arbres encore bien vivants. Comme il t'arrive de sacrifier des bêtes que tu as élevées, soignées et protégées. À chaque fois, tu éprouves comme des regrets, voire des remords, ce qui prouve que tu es conscient de la valeur du sacrifice. Mais mon propos n'est pas là. Il y a en dessous de chez toi un chemin qui descend vers l'entrée des gorges. Le long de ce chemin, il existe de très vieux chênes multiséculaires. Ces sujets remarquables et vénérables ont survécu, car les anciens les respectaient, voire les vénéraient. Je connais ces arbres. Je me suis arrêté bien souvent pour les contempler et les admirer. C'est vrai qu'ils ont quelque chose, comme un esprit chantant et murmurant, qui émane et qui inspire le respect. Mais les gens ici sont plutôt pauvres. Vendre un tel arbre, qui sera valorisé sous forme de meubles de luxe, est tentant. Quant aux autres, ceux qui vivent loin de la pauvreté, leur avidité est encore plus malsaine. Le fait d'exposer leur capacité à consommer pour impressionner leurs voisins est proportionnel à la médiocrité de leur vie intellectuelle et spirituelle. Ils ont complètement délaissé le savoir et la sage humilité de leurs ancêtres dans les domaines de l'équilibre harmonieux et durable entre leur terroir et ses ressources. Il va falloir que tu trouves quelque chose pour leur expliquer et les convaincre de ne pas porter atteinte à ce qui constitue aussi leur patrimoine, et peut-être un jour le seul trésor qu'ils pourront offrir à leurs prochains. Ce n'est pas évident. Pour certains, leurs songes n'ont plus d'intensité. Leurs rêves sont constitués des publicités sur papier glacé qu'ils feuillettent dans la salle d'attente du docteur, du dentiste ou du coiffeur. Ils ont remplacé la notion de lien sacré avec les éléments qui constituent leur terre par les seules limites cadastrales. Le culte des anciens et des morts se résume le plus souvent à exhiber le plus gros pot de chrysanthème au cimetière du village le jour de la Toussaint. Je suis sûr qu'enfoui au plus profond d'eux-mêmes, il existe encore une petite étoile qui ne demande qu'à briller à nouveau. Mais toi, tu pourrais agir en parlant, non pas à l'horizon mais à leur cœur, réveillant en eux les souvenirs d'enfance, ces vieilles légendes transmises de génération en génération, avant l'apparition de la machine à éradiquer les mémoires et formater les esprits que constituent l'éducation nationale et la télévision. Mais de quelle manière? En racontant des contes comme tu sais le faire, en écoutant et en écrivant les histoires que te raconteront nos vénérables arbres. D'ailleurs, tu pourrais commencer par celle de notre rencontre.
Si de quelques jours vous passez par chez moi et que vous ne m'y trouvez pas, c'est que je suis peut-être descendu par le chemin des cerises à la rencontre des grands chênes, et qu'assis sous l'un d'eux, je note sur mon grand cahier l'histoire qu'ils me racontent. Et si vous regardez par la fenêtre de la cuisine, vous verrez, au-dessus de la hotte, mon ami, le messager des arbres.